Bonjour, c'est Claire-Lise. Voilà, je reviens vers vous pour essayer de voir avec vous quelles pourraient être euh, les parts en nous qui seraient réactivées par cette énergie d'octobre et qui pourraient être encore blessées et exprimées, ainsi des symptômes dans nos vies. Et ça nous permettrait comme ça de comprendre ce que nous vivons et de reprendre notre responsabilité pour pouvoir avoir un pouvoir d'action dessus et guérir tout simplement et passer à autre chose, à une nouvelle vie, une nouvelle façon d'être et lever tous ces schémas répétitifs que nous avons dans notre vie, dans lesquels nous avons l'impression d'être enfermés. Sortir de l'enfermement, débloquer, passer à autre chose, avoir une nouvelle vie. Voilà, c'est le but de cet audio. Bon, pour les personnes qui arrivent là par hasard, eh bien, vous êtes sur un podcast qui étudie un enseignement chamanique du féminin qui nous a été transmis par des femmes amérindiennes. Et nous étudions cet enseignement par l'intermédiaire de contes et aussi la dynamique d'une roue de médecine qui inclut les mois de l'année et la dynamique de la Terre, du Soleil, de la Lune et du cosmos. Et donc nous en sommes au mois d'octobre et donc je vous invite à aller écouter les audios précédentes si vous voulez en savoir plus. Et fouiller ce podcast parce que nous sommes en route depuis janvier et ça fait donc un moment que nous cheminons dans ce référentiel et donc il y a peut-être des notions à intégrer pour comprendre ce dont nous parlons ici. Par contre, il est possible que cet audio vous parle malgré tout, même si vous n'avez pas suivi l'enseignement. Et donc, écoutez-la, puis voyez si vous avez envie de fouiller un peu ce podcast à la recherche de petits trésors que vous êtes venus glaner ici par hasard, par le hasard des liens de l'intangible. Alors, les blessures liées à la tisseuse, donc c'est le conte d'octobre, la tisseuse, l'énergie de la tisseuse, l'enseignement amérindien de l'énergie du mois d'octobre. Eh bien, nous allons d'abord nous retrouver dans la méconnaissance. La méconnaissance, c'est-à-dire nous n'avons pas été initiés et nous ne savons pas. Nous ne savons pas comment ça marche, voire même on nous a dit que tout ça c'était des balivernes, que c'était du charlatanisme. On a été éduqué, enseigné dans une rationalité ou dans quelque chose de religieux, dans quelque chose de scientifique ou scientiste ou dans les grilles, on s'est fait engluer dans la toile d'araignée euh, de, de l'organisation d'une société corrompue, où il y a des enjeux de pouvoir et où changer le système de connaissances, de croyances et évoluer dans le sens de la vie n'est pas favorable à cette société-là. Donc nous pouvons recevoir des pressions de certaines personnes haut placées, de certains médecins, de certains euh, gouvernements, etc., etc., de certains lobbies qui ont tout à fait intérêt à ce que nous n'ayons pas accès à cette connaissance et qui pourraient même nous donner une connaissance un peu inversée pour nous bloquer, pour que nous n'ayons pas accès à cette connaissance. Donc nous pouvons de toute façon souffrir en lien avec l'énergie de la tisseuse par méconnaissance. Nous ne savons pas comment ça fonctionne, nous n'avons pas accès à cette connaissance. Et donc, nous sommes bloqués dans un monde de manipulation, du mental, de fausses croyances, de fausses informations. Euh, bon, aujourd'hui, si nous avons envie d'apprendre, c'est possible, parce que pour l'instant, en tout cas, sur Internet, il y a énormément d'informations. Alors, il y a de tout et n'importe quoi. Donc, il va falloir se laisser guider par son être profond pour tomber sur les bonnes vidéos, les bonnes personnes, les bons audios, les bonnes formations, les bons ateliers, les bons thérapeutes. Et par le méandre du chemin, on peut commencer par frapper aux mauvaises portes parce qu'on est enfermé dans notre propre toile et au démarrage, nos relations nous conseillent telle et telle personne qui ne sont pas forcément des personnes qui font partie de notre toile de lumière, je vais dire ça comme ça, et peut-être au démarrage, nous commençons des processus initiatiques pas forcément avec les bonnes personnes. Et donc ça peut être décourageant. Ça peut être décourageant parce que d'abord, on va se refaire prendre dans des toiles d'araignée, un peu de gourous, on va dire ça comme ça, de personnes qui ont des intérêts à nous piéger dans leur toile, conscients ou inconscients. Et le pire, c'est quand ils sont inconscients, parce que quand ils sont conscients, on finit par le voir. Quand c'est inconscient, ils ont l'air de bonne foi, mais ils sont eux-mêmes enferrés dans leur propre toile.
manipulatrices dont ils n'ont pas la conscience parce qu'ils ont des intérêts égotiques, narcissiques, financiers, de croyances. Et c'est comme ça que se tissent les religions ou certaines sectes ou mouvements sectaires. Et donc, méfiance, méfiance. Donc, on peut aussi tomber sur des personnes et vivre du mésapprentissage, c'est-à-dire apprendre de la mauvaise façon. On croit savoir et on ne sait pas, et on peut, sans le savoir, se faire de l'automagie noire ou de faire de la magie noire, et on va avoir le retour sur nous rapidement. C'est-à-dire que l'énergie de la tisseuse, elle nous renvoie ce qu'on tisse. Donc, dès qu'on commence à apprendre des techniques énergétiques ou vibratoires dans une énergie qui n'est pas totalement connectée aux bonnes fréquences de lumière, voire qui sont connectées sur des fausses lumières, il y en a beaucoup aujourd'hui dans le monde de l'énergétique et de la spiritualité, du New Age. J'en ai beaucoup parlé dans les autres audios, les dangers du New Age. Et maintenant, il y a donc l'émergence de tout un tas de techniques vibratoires. Attention, et c'est bien parce que nous expérimentons que nous allons le comprendre. Donc, je dis attention, en même temps, il faut bien qu'on expérimente pour le comprendre et rectifier. On apprendra de nos erreurs. Moi, je l'ai fait. Moi, j'ai appris de mes erreurs aussi. Donc, on ne fait pas exception à la règle. Et toujours pour moi, la seule sécurité qu'on peut avoir, c'est la prière. Je retournerai là-dessus. Je serai, je vais beaucoup bégayer sur le mot prière. Je vais beaucoup rabâcher, radoter. Mais pour moi, si j'ai qu'une seule chose à faire passer dans ma médecine personnelle, c'est la prière. Pas la prière religieuse, pas la prière rituelle répétée, mais vraiment de se reconnecter à son cœur profond, à ses guidances de lumière intérieure et de demander de l'aide, de demander d'être guidé. Par la prière, on se reconnecte à la tisseuse, évidemment. Aide-moi, guide-moi, guidez-moi à trouver les bonnes personnes, les bons thérapeutes, les bonnes pratiques ou à essayer de comprendre ce qui ne va pas actuellement. Je fais un stage, je suis une voix spirituelle, j'ai une thérapeute et je sens qu'il y a un truc qui ne va pas. Je le sens au fond de moi. Montrez-moi, éclairez-moi, faites-moi monter en conscience. Voilà une façon de prier. Mais il faut le faire, il faut se mettre dans son cœur, il faut se reconnecter à cette toile de lumière et demander à être guidé dans ce chemin tortueux, puisqu'on va rentrer dans un espace où on va ouvrir des portes, il va y avoir énormément de chemins possibles, un peu comme un labyrinthe ou comme une forêt où on s'enfonce, où il y a plein de chemins possibles. Et là, on a besoin d'être guidé par notre Oranda, par notre Esprit Saint, par notre clairvoyance, par notre cordon de lumière, par notre discernement et par nos guidances. Alors, la prière est toujours la prière. J'ai besoin de comprendre ce que je suis en train de vivre et qu'est-ce qui ne va pas. Parfois, nos enseignants sont dans l'inconscience de ce qu'ils font aussi, parce qu'ils sont à un niveau de maturité qui n'est pas très élevé. Nous avons même des personnes qui font des ateliers énergétiques ou d'initiation spirituelle et qui sont à des niveaux d'initiation très très bas, comme des bébés. C'est le problème que nous rencontrons aujourd'hui dans le monde de la spiritualité, dans le monde de l'énergétique, c'est que comme il y a eu tout d'un coup une levée du voile avec une révélation de certaines connaissances, et bien certaines personnes en ayant quelques connaissances pensent qu'ils vont pouvoir gagner de l'argent en faisant des ateliers de la transmission, sans conscience qui ne maîtrisent vraiment pas du tout ce monde, c'est un vrai monde initiatique et que transmettre, c'est un appel vraiment de notre cœur et ça demande aussi à être supervisé par des personnes en place parce qu'il va se passer énormément de choses dans l'intangible, dans cette toile où nous allons vivre beaucoup d'adversité. Quand vous enseignez quelque chose de spirituel ou d'énergétique ou de vibratoire, vous allez appeler à vous les adversités de ce monde-là. Et donc, il faut d'abord être initié pour pouvoir les gérer et ensuite être supervisé pour pouvoir gérer tous les espaces qu'on ne sait pas gérer, sinon on va se faire dévorer. On va se faire coyoter, on va se faire manipuler et on va se mettre au service des fausses lumières et on va faire passer des faux enseignements. Aujourd'hui, j'ai envie de dire, c'est une période où il y a spécialement beaucoup de personnes possédées, comme il n'y avait pas avant. Peut-être que les personnes avant étaient plus manipulées, plus pris dans des griffes, sous emprise de volonté égotique de la religion, par exemple. Mais avec cette ouverture de l'accès aux connaissances et au monde du mystère,
les personnes ouvrent des portes sans protection, sans connaissance, sans conscience, sans maître initiatique, et vont faire un appel d'air, un appel d'offre aussi de leur âme, de leur énergie, et vont appeler toutes ces énergies de lumière inversée, qu'on pourrait appeler aussi ces démons, ces possessions, et on retrouve énormément de personnes possédées, finalement, les soins énergétiques et les soins de guérison se transforment en exorcisme. Moi, je fais tout ça toute la journée. Et il y a vraiment des énergéticiens, des magnétiseurs qui sont totalement possédés et qui ne maîtrisent pas, qui ne sont pas supervisés et qui se font piéger. Donc, il faut clarifier tout ça. Oui, il y a un monde initiatique, oui, il y a l'ouverture des portes, oui, on a envie de connaître, on a envie de maîtriser, et en même temps, on va avoir besoin d'aller vers les bonnes personnes, et c'est aussi par les erreurs que nous allons apprendre. Et donc, il faut aussi accepter à des moments de se faire piéger et d'apprendre. L'initiation, elle est là, elle est de pouvoir traverser nos adversités et de grandir dans notre éveil de conscience, mais aussi dans notre éveil énergétique, ce qu'on appelle dans notre culture l'éveil de la Kundalini, hein, c'est cette force de vie qui s'éveille dans notre colonne vertébrale, dans notre axe, mais aussi dans tout notre tronc, dans lequel on peut se redresser et se présenter dans le monde de l'intangible comme étant aussi un être spirituel avec de la puissance. Et nous allons à des moments être confrontés à des puissances spirituelles d'opposition qui seront plus ou moins puissantes en fonction de ce que nous avons décidé d'incarner dans la matière. Et donc, nous sommes responsables de ce que nous initions en nous et autour de nous, et d'autant plus si nous voulons en faire des formations, de la transmission, nous sommes responsables des portes que l'on ouvre dans nos groupes et de ce qu'on fait passer dans nos groupes et des conséquences qu'il y aura sur nous, parce qu'on prend une place de responsabilité et qu'il y aura dans nos groupes. Alors oui, on est dans un moment très paradoxal, à la fois où il y a un incroyable passage de connaissances, et moi je vous invite à fouiller Internet, à faire des ateliers, des stages, à rencontrer du monde, et en même temps, attention, parce que on va se faire bien ramasser. Alors c'est OK, et puis il me semble que dans cette initiation, on reste vraiment connecté à notre cœur, à nos guidances, et qu'on a passé la porte du Sud. Là, je vous parle de la porte du Sud, on en avait déjà parlé dans la porte du Sud. Je vous invite à relire les audios autour du monde de la spiritualité, du bien-être, du développement personnel, du New Age, des fausses lumières. J'en ai parlé plusieurs fois, j'en reparle encore ici, parce que c'est vraiment le problème actuel. Nous avons un gros problème, c'est qu'il y a un gros bazar et il y a vraiment un appel d'air, un appel d'offres de nos âmes. On les donne en pâture à des énergies voraces et ça prend notre conscience. Donc on n'en a plus conscience. Donc, à un moment, si on se remet dans notre féminin sacré, notre corps, hein, notre vulnérable, notre enfant intérieur, notre cœur, notre âme nous dit stop. Et si on est à l'écoute de ça, un moment, on sent, on a l'intuition, on dit il y a un truc qui ne va pas. Il faut que je comprenne d'où ça vient, il faut que je comprenne, et on va se mettre à prier pour demander, montrez-moi le chemin, je ne sais pas, il y a un truc qui bloque, ça ne va pas. Je n'en ai pas conscience, j'ai besoin de voir, et des fois on a des révélations, des fois ça prend du temps, parce que quand on est un peu sous emprise énergétique, le temps qu'on a des levées de voile, il peut se passer un an et demi, et tout d'un coup, on a des révélations où on voit que notre maître initiatique qu'on adulé, qui nous fascinait, est finalement rempli d'ombre et de fausses lumières. Et qu'on s'était fait un petit peu coyoter aussi. Alors, ce qu'il y a, c'est que c'est pas tout noir, tout blanc. C'est que c'est tout mélangé aujourd'hui. Vous voyez, c'est qu'il y a un enseignement à faire passer, une transmission, et on est attiré par ça, on a envie de ça, et en même temps, il y a des fausses lumières qui s'en mêlent, parce qu'on ne sait pas protéger ces espaces par manque d'initiation, d'éveil spirituel réel, d'éveil spirituel réel. C'est-à-dire que vous avez des maîtres initiatiques qui vous racontent des histoires, qui savent faire monter leur faux charisme, qui sont des manipulateurs conscients ou inconscients, et nous avons tous un manipulateur en nous, un coyote en nous, donc nous avons conscience de ça. Et nous allons en permanence checker quand nous faisions de la pub, de la com sur nos groupes, sur nos formations.
Est-ce que on est dans une posture éthique et au service d'eux, connecté à nos ressources spirituelles, ou est-ce qu'on est au service du coyote en nous, qui veut aussi avoir de la clientèle, qui va avoir de l'argent, qui va avoir peut-être une posture narcissique, être connu, et on le voit, hein, on le voit parce qu'en plus les personnes, elles se transforment, c'est-à-dire qu'elles peuvent partir à la base d'un vrai appel de leur âme, de leur cœur, et ce sont des vraies personnes qui ont envie de faire passer la connaissance spirituellement, puis on les voit se transformer. Parfois, pas de la bonne façon, parfois oui. On les voit gagner en lumière et c'est extraordinaire. Moi, je pense à une certaine personne qui est très connue sur Internet, qui fait passer énormément de connaissances et qui monte en lumière. Elle est magnifique à voir. Et d'autres, malheureusement, il y en a plein, 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 plein qui démarrent humblement et qui finissent dans un ego démesuré et connecté à des énergies tout à fait désagréables. Et il y a un entre-soi qui va se créer, c'est-à-dire que ces personnes, elles ont tendance à appeler à elles des personnes qui leur ressemblent et il va y avoir une espèce de communauté d'entre-soi, de choses où on ne se rend plus compte, mais ça ne va pas du tout. En fait, il y a énormément de fausses croyances qui passent. Et d'emprise, on est pris dans la toile de l'araignée noire, dans le piège, et on est englué, et le temps qu'on sorte de ça, il faut que le temps que notre cerveau s'en rende compte, il y a tout un tas de, c'est ce qu'on appelle sortir de la manipulation, des emprises, il y a tout un tas de choses à faire, de chemin à faire en nous, qui va être peut-être un peu long parfois dans le déconditionnement. Et alors, eh bien voilà, en octobre, eh bien, on peut peut-être tout d'un coup se rendre compte qu'on a mésappris, qu'on est dans une forme d'immaturité, et qu'on croyait que parce qu'on savait deux, trois bricoles, on était super initié, super éveillé, on faisait partie de ce monde de l'élite. Il y a ceux qui ne sont pas éveillés, puis il y a ceux qui sont éveillés. Et ça, c'est vraiment le symptôme d'une immaturité importante. Ce sont les petits-enfants qui se croient grands. Voilà. Parfois, il va y avoir de la confrontation avec ces personnes-là, hein, parce qu'on ne peut plus les entendre, on n'a plus envie de discuter avec eux. Peut faire partie de nos amis parce qu'on s'est mis en amitié dans des communautés d'entre-soi. Et à un moment, on n'est plus en accord avec nos amis. On voit tout cet ego spirituel. Je vous invite à aller voir, je crois que c'est en juillet, j'avais fait une audio sur les abus spirituels ou l'ego spirituel, et j'ai vu qu'elle n'avait pas du tout été beaucoup regardée. C'est très étonnant parce que c'est vraiment une audio qui est vraiment à l'ordre du jour et qui est comme un signal d'alarme. Allez écouter l'audio sur les abus spirituels parce qu'on en vit énormément dans le monde de la thérapie, des thérapeutes, dans le monde du développement personnel, dans le monde du coaching, dans le monde du développement spirituel, et il y en a de partout aujourd'hui, donc soyez conscients que ça existe, observez. Puis le truc, c'est que ça nous prend dans nos failles, ça nous prend dans notre cœur, nos blessures de notre enfant, de notre envie d'amour, de notre envie de lumière, de beauté, de bienveillance et tout et tout. Donc on peut se faire vite avoir, tout le monde. Tout le monde. Voilà, donc c'est en octobre, on a comme ça une posture un peu méta, de recul, cet adulte conscient qui observe comment notre enfant intérieur se fait prendre à des pièges et va le rectifier en disant non mais là, c'est pas de l'amour, regarde. Et ça va nous faire mal au cœur parce qu'on aimait profondément, on était très admirative, on était fascinés de ces personnes. Et à un moment, ça va nous déchirer le cœur, il va falloir redéchirer cette toile et se dire non, en fait, ça allait pas ce qu'on est en train de vivre. Et ça allait pas, c'est tout ce mélange dans la manipulation où il y a des choses bien et des choses pas bien du tout, et c'est ce mélange qui pue et qui fait qu'on est pris au piège parce que nous, on a envie de garder ce qui va bien. Donc clarifier, faire le tri, revenir dans notre autonomie, dans notre côté individuel, dans notre capacité en individuel, en autonomie, à aller voir et à trancher, et à se dire là je détruis la toile, ça va pas du tout ce que j'ai tissé. Avec ces personnes-là, j'arrête. Alors, il peut y avoir un refus de grandir, un refus de rectifier, consciemment ou inconsciemment, avec des choix, et donc on est toujours dans notre libre arbitre, des moments, et des combats intérieurs en nous, entre j'ai envie d'y rester, je vais essayer de maîtriser un peu plus, de prendre que ce qui est bon et de refuser ce qui est toxique, et de composer avec le coyote. Et on sait, si on a passé la porte du sud, qu'on se fera bouffer de toute façon, qu'on ne peut pas composer avec le coyote. C'est pas possible. On peut pas
Mangez un peu de venin tous les jours en pensant après être en bonne santé. Si vous mangez un peu de venin tous les jours, alors je parle pas, je crois qu'il y a des principes en homéopathie qui sont que le venin peut renforcer notre santé, mais je ne parle pas de ça, je parle d'une dose mortifère, parce que toujours dans la manipulation, il y aura des doses mortifères pour vous piéger, pour c'est pas pour vous. C'est intéressant l'histoire de l'homéopathie. On peut, par exemple, dans des processus chamaniques, moi je l'ai fait, donner des doses mortifères pour amener les gens à dire non, à se dresser, à s'opposer, à développer leur capacité à remettre leurs limites. Et ça, c'est thérapeutique. On le fait exprès, c'est contrôlé, et ça peut être vécu très violemment par les personnes qui le vivent parce qu'elles ont l'impression de vivre de la malveillance, de la maltraitance. Dans des processus chamaniques, initiatiques, spirituels, on le fait. Dans des processus thérapeutiques, on évite, ou alors on va le faire un petit peu en avertissant. Par contre, dans des processus spirituels, comme on va chercher à écrouler la personnalité pour éveiller ce soi, on ne va pas avertir, et ça peut être vécu violemment dans justement ce New Age qui veut prêcher tout le temps la bienveillance. Non. À des moments, on peut être amené à confronter les personnes à une forme de malveillance pour les éveiller dans l'adversité, dans la confrontation, à savoir dire non dans un espace protégé pour ça. Donc, c'est l'inspiration qui me vient là dans la dose homéopathique du venin. Et donc, oui, il peut y avoir des processus thérapeutiques initiatiques où à des moments, on va un peu nous mettre dans des trucs un peu pas sympas, mais à dose homéopathique. Pour nous amener à traverser les adversités et à retrouver cet instinct de survie en nous, cette vitalité, et cette reconnexion à notre énergie vitale, et à savoir se dresser et dire stop, ou partir, ou tout ce qu'on a à apprendre face au coyote. Mais ensuite, il peut y avoir des doses de venin assez faibles pour pas qu'on meure ou qu'on soit totalement HS, j'ai envie de dire, mais assez pour qu'on soit sous emprise. Et à un moment, on peut s'en rendre compte. On peut s'en rendre compte qu'il y a quand même des trucs qui vont pas, mais le reste, ça va assez bien, mais il y a quand même des trucs qui vont pas, et on va essayer de composer. On va essayer de composer avec cette toile pourrie qui nous amène vers le bas, qui détruit notre énergie de vie. Et on va accepter de prendre un peu d'arsenic tous les jours par amour pour celui qui nous le donne. Il y a quelqu'un qui nous dit, je vais t'initier, je vais te dire plein de belles choses, t'apprendre plein de trucs que tu connais pas, que tu as trop envie de connaître. En contrepartie, tu prends un peu d'arsenic pour me faire plaisir. Voilà, c'est la contrepartie. Et donc la personne va prendre l'arsenic, ça va lui créer des troubles digestifs, cardiaques, neurologiques, un petit peu, pas trop. Et elle va composer à ça parce qu'elle a trop quand même envie de savoir ce qu'elle ne sait pas et ce que lui dit ce maître. Donc, à un moment, les blessures qui seraient actives dans l'énergie d'octobre, c'est ces moments dans notre vie où on prend conscience qu'on est en train de se faire coyoter, bananer, et on est en conflit intérieur entre je compose ou je pars, et ça peut durer un temps parce que l'emprise nous fait vraiment croire qu'on aurait beaucoup de bénéfices à rester, et on est pris au piège de notre cerveau limbique, de notre féminin, de notre cerveau émotionnel. Du coup, c'est quoi qui va nous faire sortir? Eh bien, c'est de tisser avec d'autres personnes. C'est vraiment toujours cette vigilance d'avoir des superviseurs, des fois qui supervisent vos superviseurs, s'il y a besoin, peut-être des superviseurs qui supervisent vos thérapeutes, peut-être de parler de ce qu'on vit dans ces processus initiatiques. Vous savez, on ne doit pas en parler parce qu'on est soumis à la confidentialité. Ben, si vraiment on sent que c'est un peu pourri, un peu beaucoup pourri, et que le secret de la confidentialité commence à m'enfermer dans une toile d'un entre-soi qui nous fait un peu grincer des dents, on peut prier, demander à trouver quelqu'un avec qui parler de ça. Évidemment, ça ne sera peut-être pas un psychologue parce que les processus initiatiques ne sont pas accessibles aux personnes qui sont dans la rationalité ou dans la psychologie, mais ils sont accessibles aux personnes qui ont accès à ce monde-là. Et donc, eh bien, il y a quand même des superviseurs. Il existe en France des superviseurs du monde de l'énergie, du monde de la vibration, qui tiennent la route, qui sont eux-mêmes initiés depuis longtemps, qui ont eux-mêmes leur propre superviseur, avec qui on peut parler de ça, et peut-être à un moment entendre que ça ne va pas du tout ce qu'on est en train de vivre en fait, que ça fait pas partie des lois énergétiques vibratoires et qu'on est en train de vivre une manipulation. Ne pas rester enfermé, ne pas rester seul, multiplier nos sources de connaissances est, à mon sens aujourd'hui,
un gage de sécurité. Et en même temps, quand on décide de faire une voie spirituelle, eh bien, on va choisir un maître initiatique et on va cheminer avec lui. Et un maître initiatique peut avoir de l'ego, peut avoir ses failles, évidemment, et on va aussi composer avec ça et on va apprendre. Donc, tout n'est pas, c'est complexe, hein, tout n'est pas défini à l'avance. Ça va nous demander une grande capacité d'aller écouter dans notre cœur profond avec notre j'allais dire médecin de Mars. C'est rigolo que ça venait comme ça. Notre médecin de Mars, c'est beau. Notre médecin de la dualité, du conflit, de l'illusion, du voile, de la confusion. Eh bien, ce médecin en nous, hein, ce masculin sacré qui peut se reconnecter à la justice divine, il va aller prendre conseil pour comprendre est-ce que je reste ou je pars. Et des fois, c'est compliqué. On est dans des périodes compliquées parce qu'on vit des chemins initiatiques et il y a des moments où on est à la tisseuse, c'est-à-dire on est dans une forme d'indépendance. On commence à voir tout ce qui se passe, on commence à avoir des outils ou une vision, une compréhension et des connexions où on voit comment on tisse la toile et des moments on se dit je ne suis pas sûre qu'on tisse super bien aussi là. Voilà. Et donc on peut commencer à poser aussi des questions dans nos groupes, dans nos formations, dans les ateliers dans lesquels on fait partie et ça va générer énormément d'opposition du maître initiatique, de l'enseignant ou de celui qui transmet parce qu'il veut garder son ego, il veut garder sa place. Donc, on peut vivre énormément de pression au moment où on commence à poser des questions. Et là, c'est aussi un signe. C'est-à-dire que si, en fait, c'est une bonne chose qu'un élève se pose des questions et remette en question l'enseignement. Ça demande au maître de se faire superviser, d'aller voir, en fait, si l'élève n'a pas raison et de rectifier sa posture ensuite et de dire à ses élèves, grâce à cette question, j'ai consulté, j'ai travaillé et j'ai compris qu'effectivement, il y avait quelque chose qui n'était pas tout à fait juste, qu'il fallait rectifier. Et là, on est dans une posture saine et merci à nos élèves de nous poser nos questions et de nous remettre en question en permanence. C'est important qu'on ait tout le temps un contre-pouvoir quand on enseigne. Un contre-pouvoir, ce sont certains élèves un peu plus initiés, un peu plus qui ont accès un peu plus au monde subtil, ou des fois dans leur naïveté aussi. Évidemment, le contre-pouvoir n'est pas des élèves qui ont leur ego et qui veulent mesurer leur ego à celui de l'enseignant. C'est compliqué, ça, qui vont chercher la dualité. On est dans les énergies de la contre-dépendance, hein, des élèves qui sont un peu plus initiés mais qui ne sont pas encore indépendants, et qui se mesurent au maître, au professeur, à l'enseignant comme des adolescents. Et ça, c'est compliqué. Il faut que nous, quand on enseigne, on puisse faire la différence entre ça et un élève qui est dans son indépendance et qui pose une question très juste, ou dans sa naïveté. Parce que la naïveté de l'enfant, elle est souvent très dans la clairvoyance, parce qu'il ressent tout de manière très naïve, ou l'initié qui dit « ça grince, il y a un truc, voilà, je ne le sens pas ». Attention, quand on est un maître initiatique, un enseignant, un thérapeute ou je ne sais pas quoi, et qu'on n'a pas de possibilité de remise en question, on est en train de tomber dans la faille narcissique souvent, dans l'ego spirituel et peut-être dans un monde de l'emprise, on s'est nous-mêmes fait mis sous emprise. Et là, en fait, la toile est coyotée. Hein, on commence à comprendre qu'on a peut-être tissé au début une toile de lumière et à un moment, la toile est devenue sombre. Et donc, eh bien, on va se le reprendre dessus de toute façon. À un moment, la vie va nous arrêter d'une façon ou d'une autre. Et si on ne se remet pas en question, on pourra vivre des arrêts forts. Ou alors, on va embarquer avec nous tout un groupe qui va se faire manipuler et on va générer de la destruction au lieu de générer un éveil de conscience de la beauté, de l'amour, de la joie et de l'interdépendance, de la co-création. Donc c'est compliqué, on voit que c'est compliqué, hein, ces espaces-là, ça peut durer quelques mois ou quelques années parce qu'il faut qu'on finalement détisse ce qui ne va pas et garder ce qu'on a tissé qu'elle est bien. Parce que dans ce monde initiatique, il y a plein de choses qui vont bien et il y a des choses qui ne vont pas. Donc il faut faire le tri et le temps de faire ce tri, c'est compliqué en nous. Et ça va générer une grande instabilité en nous parce qu'on s'était appuyé, basé, ancré sur des choses où on sentait qu'on était dans une forme d'éveil, de puissance. On était heureux, on prêchait autour de nous qu'on avait trouvé un groupe, un enseignant, quelqu'un, une voie spirituelle super. Et puis quelques années après, on dit j'en reviens, en fait, c'était pas si super que ça.
et on est complètement ébranlé, un peu confus dans notre tête, parce que le temps qu'on fasse ce tri-là, il faut trouver des thérapeutes, il faut trouver d'autres personnes à qui on va de nouveau faire confiance pour arriver à nous aider à faire le tri. Ça va nous demander du discernement, parce qu'on peut activer un petit syndrome ou un gros syndrome de paranoïa à ce moment, où on se dit tout ce monde-là est corrompu, comme partout, et je ferme tout, et je me remets dans quelque chose de complètement rationnel et terre à terre, et j'arrête ce monde initiatique parce que c'est que de la merde, ou c'est dangereux, et là, en fait, c'est encore une fois un refus de grandir. Il y a quelque chose en nous qui dit déconstruis la toile et repars. Recommence. Avec la tisseuse, connecte à la tisseuse, recommence. Tu vas y arriver. Il y a un passage à trouver en toi, en nous-mêmes, il y a à trouver le passage, avec les autres et en nous-mêmes. Bon, ça, c'est un gros morceau. Je pense que ça parlera à plusieurs d'entre vous. Et peut-être que la tisseuse nous met en lien pour que vous entendiez ça. Ensuite, eh bien, les blessures de la tisseur vont nous réactiver tout ce qui est lien toxique. On en avait parlé en long, en large et en travers dans le côté S de la roue. Lien toxique, les façons de rentrer en relation sauveur, victime, persécuteur. Et nous allons prendre ces places-là. Nous allons dire « je suis victime ». Je suis victime de tous ces gourous, de mes parents, de mes frères et sœurs, de mes voisins, du gouvernement profond, de cette matrice qui se tisse sur la Terre et qui est l'ombre des extraterrestres, etc., etc., de tous les démons qui passent, etc. Je vais m'insurger et passer à l'action et je vais devenir persécuteur, je vais accuser les autres, je vais... Et puis, ou alors, il faut que j'aille sauver ces pauvres brebis qui sont en perdition, victimes de tous ces malfrats. Oui, parce que quand on ouvre les portes et qu'on commence à voir comment la toile est tissée, on en parlera dans l'ombre, l'ombre de la tisseuse, on va voir qu'effectivement, on va arriver dans ce monde un peu complotiste, et effectivement, c'est vrai. Donc, on en reparlera sur la prochaine audio. Et en même temps, attention, parce qu'on va se faire piéger, là, par nos blessures et par ces liens toxiques, parce que c'est vrai, c'est pas vrai. C'est vrai, c'est pas vrai. Ça dépend sur quelle toile on s'appuie. Et c'est là l'art de choisir avec qui on tisse et sur quelle toile on s'appuie pour... on appuie notre force de vie. Et il y a une toile de lumière qui existe, et si effectivement nous continuons à appuyer notre force de vie sur la toile de la lumière inversée, la toile de l'ombre, eh bien, nous allons longtemps tourner dans ce lien toxique et être finalement l'objet de nourrissement de tous ces vampires énergétiques qui sont là derrière, qui sont des voraces et qui nous volent notre énergie, et on va y tourner un moment. Ça va nous demander, en octobre, on gagne en maturité quand même. Ça va nous demander à un moment, avec notre masculin, de dire stop à tout ce qui est, tout ce que je vois en moi qui fait que je ne reprends pas ma responsabilité. Voilà. À un moment, quand je suis embarquée dans des trucs, je sais en octobre que c'est moi qui l'ai tissé, que je suis en train de tisser ou de co-tisser avec d'autres personnes des trucs pas bons, et que j'ai une prise de conscience à avoir, et qu'en permanence je peux détruire et reconstruire avec d'autres personnes ou différemment avec ces personnes, et que j'ai une responsabilité. Je suis adulte, je suis mature, même si je renais à moi-même et que je prends soin de cet enfant intérieur avec ce féminin, ce masculin qui est en train de grandir en moi, et que j'ai besoin de rectifier mes postures. Je suis en octobre, quand je suis dans les énergies d'octobre, alors je ne parle pas que d'être le mois d'octobre, parce qu'on peut passer dans le mois d'octobre sans conscience de tout ça, mais quand je suis dans ces énergies d'octobre, dans l'initiation, profondément dans ma vie, à quelques périodes de l'année que ce soit, j'ai conscience que tout ce que je vis est en lien avec la tisseuse, et que j'ai besoin d'aller voir comment ça se tisse en moi, pourquoi j'ai tissé ça, ou je cotisse ça, ou je laisse tisser ça en moi, à qui je donne ma force de vie, ma force de vitalité, qui me la vole, qu'est-ce qui se passe dans ce monde de l'intangible, pour reprendre mon pouvoir personnel et ma responsabilité. Je suis responsable, et ça va être le mantra d'octobre, je suis responsable de ce que je vis, je suis responsable de ce que je vis. Toujours, 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 et sortir de la position de victime,
ça va être important, c'est ce qui va faire la différence et qui va nous faire basculer dans la posture de novembre, de la grande femme qui marche. Je suis un exemple pour les autres, j'ai intégré, incarné dans ma marche ce que je dis. Ce que je dis, je le fais, ce que je fais, je le suis. Je suis. Et je suis responsable. Et là, vraiment, c'est un régal de créer un couple avec des personnes comme ça ou de créer une co-création avec des personnes qui reprennent leurs responsabilités et qui vont travailler en eux-mêmes ce qu'on est en train de tisser. Nos inconscients tissent en permanence de la beauté, mais aussi en lien avec nos blessures et nos démons intérieurs. Nous savons, nous avons passé la porte du Sud, nous sommes initiés, nous savons que nous avons une ombre en permanence qui veut détruire ce que nous créons dans l'amour. Et il est important de savoir aller discuter avec notre ombre, pourquoi, quels sont les enjeux actuels, pourquoi dans mon inconscient, je m'auto-sabote, je détruis l'amour dans cette situation-là, je détruis la vie. Et nous reprenons notre responsabilité. Nous sommes initiés, nous avons passé la porte du Sud. Et nous sommes à la fin de la porte de l'Ouest. Donc là, nous allons rentrer dans les lunes de la sagesse, vraiment des personnes initiées. Donc c'est fini les positions de victime. Et quand ça nous reprend, c'est on sait qu'on est piégé dans nos blessures et on sait qu'on va prendre du recul, qu'on va ralentir, qu'on ne va pas réagir, qu'on va aller chercher au fond de nous et qu'on va aller guérir parce qu'il y a quelque chose qui s'est tissé dans la blessure et qui aujourd'hui se manifeste dans la matière et nous en sommes responsables. Donc nous avons souvent affaire aussi à des personnes qui se disent initiées, éveillées, et qui tournent en permanence dans ces liens toxiques, qui ne reprennent pas leur responsabilité, qui disent que c'est les autres, toujours les autres, et qu'il faut que les autres prennent conscience, que les autres n'ont pas conscience. Et là, on est vraiment dans le piège d'octobre, c'est pas les autres. Le problème, c'est moi, qu'est-ce que je crée avec les autres, et d'où ça part de moi, pourquoi je tisse ça, pourquoi je suis dans cette toile d'araignée-là, dans cet écosystème-là, dans ce système-là, qu'est-ce que je fais là, pourquoi j'en suis pas sortie encore, quelles sont mes prises de conscience, quelle est ma responsabilité. Sortir du lien toxique, c'est reprendre sa responsabilité, point. Et sortir du lien toxique, point. J'arrête de co-créer avec ces gens-là. Je reprends mon pouvoir personnel sur mon énergie de vie, sur ma vitalité, sur mon énergie de création. C'est notre trésor le plus précieux, notre énergie de vie, notre énergie de créativité, notre énergie de création, notre énergie vitale. Toute cette force de vie dont nous parle la tisseuse, c'est notre trésor le plus précieux et de là partout. Donc, dès que ça ne fonctionne pas, je vais voir où sont les fuites, où sont les fractionnements, où sont les vampires qui passent, les parasites, comment je me suis fait piéger, comment je vais faire pour m'en sortir. Et c'est que ça. Ça va me demander une posture d'initier, je suis responsable et on tient notre masculin, on ne se laisse pas avoir par tout ce mental ou ces effluves émotionnels qui nous embarquent à des moments. Et là, on est vraiment en lien avec les blessures de mars, avril, mai et juin, bien sûr, après. Et nous avons passé le cap, nous savons que ça existe et nous savons maîtriser ça en nous et prendre du recul, ralentir, écouter, aller voir au fond de nous, détisser la toile, se calmer, reprendre notre responsabilité et reprendre des décisions en lien avec tous ces espaces profonds qui sont bien loin de la réactivité, de la réaction immature. On est dans des lunes de maturité, on en parle, elle parle des lunes de maturité dans ce conte aussi. Nous faisons partie des personnes matures qui ont de la responsabilité et nous voyons dans ce conte que nous sommes à la fois l'enfant et l'adulte. À la fois l'enfant et l'adulte, je referai une audio là-dessus. Et c'est fini, ils ne sont pas que des enfants immatures qui faisons des caprices dans une cour de récréation de la maternelle ou à la crèche. Nous sommes à la fois l'enfant et l'adulte et nous allons vers la lune de la grande femme qui marche, de celle qui montre l'exemple. Et c'est comme ça. Alors nous pouvons refuser ça et continuer à tourner dans le monde de l'immaturité. Et nous allons donc souffrir. Souffrir et faire souffrir les autres avec nous. Ensuite, il va y avoir dans ces blessures de l'énergie d'octobre, eh bien les personnes qui sont déconnectées à leur âme. Soit parce qu'elles ne savent même pas que ça existe, soit parce que ça c'est pour les religieux, soit c'est pour les... Comment on les appelle là, je ne sais plus qu'on appelle ça là, ces femmes qui sont les béni oui oui là, ou les
les trucs du bénitier, là, je ne sais plus comment on dit, là, c'est toutes ces femmes qui sont comme ça, qui écoutent comme ça le curé, et qui, je ne sais plus comment on dit, et donc on se dit, bon, c'est pour ce genre de personnes-là, nous, l'âme, ça n'existe pas, quoi. Ça n'existe pas, on ne sait pas ce que c'est, ou on s'en fout, ou on va tout ramener à la psychologie, tout est neurologique, tout est cérébral, tout est fonction cognitive, hormones, neurones, et ben oui, notre âme, elle active notre corps, ça c'est bien connu, mais au-delà, derrière ça, il y a une énergie, et dans l'énergie, quand nous ouvrons les portes, nous tombons dans un monde à part. Et bien sûr, les personnes qui n'ouvrent pas les portes disent que ça n'existe pas parce qu'elles ne sont pas allées voir. Et donc, elles nous racontent des bêtises en nous disant des choses sur, par exemple, je vais reparler ici des expériences de mort imminente. On nous raconte des bêtises sur qu'est-ce que vivent les gens quand ils font des expériences de mort imminente. Et c'est que des processus neurologiques. Et évidemment, c'est quand on écoute ça, on est mort de rire parce que c'est d'une telle immaturité. Bon, on finit par passer, on n'écoute même plus. Ça ne nous intéresse pas. Donc, ces personnes qui sont déconnectées à leur âme et qui vont vivre une domination du mental. C'est-à-dire que leur monde de vie, là où la vie s'exprime, c'est le monde du mental. Et il faut savoir que c'est un monde qui est vraiment pas intéressant du tout, qui est un monde pauvre, où il n'y a pas de vie, il n'y a pas d'amour, il n'y a pas de lumière, il n'y a pas de choses un peu scintillantes, qui ont du relief, du punchy, de la sensation, du vivant, du pétillant. Hein, donc on se fait chier, excusez-moi l'expression, avec ces personnes enfermées dans leur mental qui vont défendre leurs théories, leurs dogmes, leurs trucs, qui sont scientifiques, plutôt scientistes. Bon. Et ça ne passe pas, alors on peut avoir ces personnes de bonne foi qui disent « Oui, je voudrais me reconnecter au monde de mon âme, au monde de mon cœur, de ma spiritualité, mais je n'y arrive pas. » On a des personnes qui ont une emprise de leur mental excessivement fort, et même après des années de travail sur eux, se refont avoir en permanence par cette entité. On a une espèce de mental possédé par des entités mentales, c'est-à-dire des pensées, des formes pensées, qui les possèdent totalement, avec une interdit de se reconnecter au monde de leur cœur, de leur âme. Et puis ces personnes qui en pleurent parce qu'elles n'y arrivent pas vraiment. Elles disent « J'y arrive pas, je ne vais jamais y arriver. Ça ne passe pas. » Et on va retrouver là des verrous, hein, des verrous vibratoires, des verrous énergétiques, des personnes qui ruminent. Hein. On va trouver, entre autres, des verrous au niveau du plexus solaire, du foie, de l'estomac, de la rate, du pancréas. Des personnes, par exemple, qui font des insomnies, qui n'ont pas accès au monde du rêve, au monde de la nuit, ou qui font des rêves qui se répètent, qui parlent de blocage ou de confusion ou d'agitation. Et il n'y a pas d'évolution dans le monde de la pensée, dans le monde de l'esprit, une espèce de rigidité d'esprit, une espèce de programmation de l'esprit qui répète en boucle la même chose. Et c'est comme s'ils étaient enfermés dans la toile de leur esprit et ils sont complètement piégés dedans. Ils ne sont pas reconnectés à la puissance, à la force créatrice de leur âme, de leur cœur profond, de leur spiritualité. On peut retrouver à ce moment-là, derrière, quand on fait des soins, des enfermements karmiques, ce qu'on appelle, c'est-à-dire, derrière, c'est l'âme qui est enfermée dans des processus de blessures et de formes de pensée, on appelle ça l'âme psychique, hein, de formes de pensée qui sont très reliées à ces blessures et qui fait tourner en rond la personne dans ces blessures, avec une sensation, la personne va avoir une sensation de répétition dans sa vie, de choses où elle a l'impression qu'elle vit comme du harcèlement de la vie. En négatif, elle a l'impression d'être maudite. Alors les gens peuvent devenir un peu paranoïaques, ils vont courir des guérisseurs, on va leur dire vous avez de la magie noire, et on va leur raconter tout un tas de choses qui vont mettre un peu de cohérence à leur pensée en disant mais voilà, je comprends mieux pourquoi je suis blessée, je suis une grosse victime. Et derrière, en fait, oui, ça peut être vrai, on ne sait pas, parce que ce qui a été tissé dans la matière, peut-être en forme de magie noire, je ne sais pas quand et comment et pourquoi, on va retrouver derrière, finalement, une âme bloquée dans ce qu'on appelle l'enfermement karmique et qui va répéter en permanence la blessure d'âme jusqu'à qu'on la débloque. Donc ça demande une reconnexion à son monde de l'âme. Et ces répétitions de schémas, ça peut amener une perte de sens à un moment. On ne comprend plus pourquoi on vit, on peut répéter toujours les mêmes choses, un sentiment de paranoïa, ça va recommencer.
Chaque fois qu'on s'ouvre à l'amour, on se prend la porte qui claquonnait, on se fait déchirer, défoncer. L'énergie du carnage, on se fait complètement détruire, quoi. Et du coup, ben, on va arrêter de s'ouvrir à tout ça, on n'y croit plus. Ça peut faire, voilà, des personnes petit à petit qui vont être déconnectées de leur cœur, de leurs émotions, de leurs sentiments, des pensées rigides. On retrouve, on devient paranoïaque. C'est quelque chose qu'il faut se méfier de notre paranoïa. On a tous un côté paranoïaque. Attention, attention, parce que ça peut vraiment prendre notre tête à force de répéter ces schémas harcelants de vie. On va se méfier des autres ou de soi-même. Et en fait, derrière ça, il faut aller voir dans la toile qu'est-ce qui est tissé, qui fait que ce schéma n'arrête pas de se répéter comme un programme qui tourne en boucle. Perte de sens, dépression, on va retrouver donc des verrous. Les verrous, c'est quand on est de bonne volonté pour aller de l'avant, pour prendre conscience, pour s'initier, et qu'il y a quelque chose qui nous tire en arrière à chaque fois. On fait 2 pas en avant, 4 en arrière. Ça donne une sensation d'élastique. Paf, on avance et l'élastique, paf, il nous ramène en arrière. Ou de nos coulissants. Plus on avance, moins on va bien. Notre conscience nous dit c'est le chemin, mais dans notre réalité, dans notre corps, dans nos angoisses, dans notre réalité, on a l'impression qu'on va de plus en plus crever, qu'on est en train de se faire étrangler. Et donc, il faut aller voir le verrou. Le verrou, c'est un espace, soit un espace bloquant en nous, c'est un grand conflit en nous-mêmes, un interdit. Il peut y avoir, ça peut être un conflit entre le futur qui arrive et le présent, qui veut créer le futur. C'est comme si on avait 2 futurs qui appelaient, un qui a été créé par le passé et un qu'on recrée maintenant. Donc, il faut qu'on puisse détruire la toile de notre futur qu'on a créé dans le passé, par exemple. Prenons l'exemple, je suis en couple et je suis amoureuse et tout, et j'ai dit à mon amoureux, on va être ensemble pour la vie, je t'aimerai à vie, nous allons être les meilleurs amis du monde, etc. Bon, bref, quand on est dans la première phase amoureuse remplie d'hormones, on va se faire des promesses comme ça, et ça peut créer dans le futur la toile du futur, comme un contrat d'âme, par exemple, et ensuite, la vie de couple se passe, il va se passer ce qui va se passer. Et à un moment, par exemple, on pourrait avoir la sensation que ça ne va pas, en fait, qu'on ne peut pas rester dans ce couple, on n'y arrive pas, on est en train de se détruire l'un l'autre et nos enfants, et qu'il vaut mieux se séparer. Eh bien, on peut être verrouillé, bloqué par ces contrats d'âme. Et donc, plus on veut essayer de se séparer, plus on est empêché, en fait. Et donc, il faut qu'on puisse aller voir qu'est-ce qu'il y a à déconstruire dans le futur, qu'on a construit dans le passé, qui nous verrouille maintenant. Donc c'est un exemple parmi d'autres. On peut le vivre professionnellement, tout ce qu'on s'était dit qu'on allait faire et qu'on fera jamais. On peut le vivre par rapport à notre maison. On s'était dit qu'on allait refaire la salle de bain, faire une dépendance dans le jardin. On la fera jamais parce que finalement notre vie prend notre tournant, mais du coup on n'arrive plus à prendre le tournant parce qu'on est bloqué par nos projets. Attention, attention au verrou. Là encore, ça demande de l'initiation un peu quantique, à comprendre que notre futur, notre présent, notre passé, c'est la même chose, et qu'il faut en permanence regarder notre futur pour déverrouiller, pour détruire les vieilles toiles qu'on a créées et qui ne seraient pas en lien avec les nouvelles toiles qu'on voudrait créer aujourd'hui, qui nous verrouillent. On peut aussi être verrouillé par nos ancêtres, par la dynamique systémique familiale. Ça, c'est compliqué, il faut qu'on puisse aller le voir, le comprendre et communiquer avec eux. Nos ancêtres peuvent ne pas être d'accord sur nos décisions du futur, et nous sommes sous emprise, nous n'avons pas notre libre arbitre pour toutes des raisons qu'on a invoquées déjà au mois de juin. Et on peut être verrouillé sur plein d'espaces différents, donc c'est des choses à aller explorer, ces verrous, pour se libérer et reprendre notre capacité à être libre de vivre la vie comme ça appelle dans notre cœur profond. Donc c'est l'appel de l'âme profonde, pas de l'âme blessée, sauf où l'âme blessée qui sait le chemin de réparation, le chemin de guérison, ou l'âme profonde, l'âme de lumière, l'âme qui est connectée à la lumière, à la source, à l'éternelle flamme d'amour en nous, et qui nous dit, là, tu es enfermé dans un verrou, dans un truc, on va essayer de te faire prendre conscience. Et donc, ça va générer ces appels, et en écoutant ces appels, eh bien, c'est pas si simple que ça, des fois, de se libérer du chemin qu'on a pris, et donc, on va pouvoir traverser
entre autres, ces enfermements karmiques, et donc c'est l'occasion de guérir notre âme et ses verrous. On peut vivre aussi dans ces blessures d'octobre un dégoût de la spiritualité. Soit parce qu'on y a vraiment cru, puis à force de se prendre des claques, ça marche pas, c'est nul, c'est un monde pourri, j'ai pas envie d'y aller, parce qu'on n'a pas dépassé le coyote, on n'est pas allé au bout de l'initiation, et c'est le risque, vraiment le gros risque du New Age. Hein. Le New Age ne vous propose aucun chemin spirituel, aucune voie spirituelle, et donc vous n'allez jamais avancer, vous allez tourner en rond. Vous allez tourner en rond, papillonner, prendre les trucs sympas, mais jamais traverser vos adversités. Il faut un chemin. La voie spirituelle nous propose un chemin contenant qui va nous aider à grandir dans les adversités spirituelles et à les dépasser pour reprendre notre puissance énergétique. Si vous n'avez pas de voie spirituelle, j'ai envie de dire, vous n'y arriverez jamais. Donc à vous de choisir la vôtre, suivant les appels profonds de votre âme, votre cœur profond. Mais le monde du New Age est piégeant et va vous faire tourner en rond. Et un jour, vous allez être dégoûté. Vous n'allez plus faire, à force d'avoir payé beaucoup de massages énergétiques, à force d'avoir fait plein de séances de yoga, à force d'avoir fait tel stage, tel truc, tel machin, à un moment, vous en avez marre de mettre des sous là-dedans, ça ne marche pas. Et c'est au moment où vous allez arrêter que vous allez avancer souvent. Parce que, effectivement, en tourner en rond, ça ne me marche pas. Donc, à un moment, il faut prendre un chemin et dire j'arrête. Et on arrête de tourner en rond et on prend ce chemin que j'arrête. Et à ce moment-là, ça peut marcher parce qu'on arrête de tourner en rond. Donc, on en est là. Hein. Le dégoût de la spiritualité, on va dire immature, sans contenant, sans cadre, sans référentiel, ou des référentiels qui sont tordus, auxquels on ne peut pas faire confiance, eh bien, peut nous amener à ce dégoût-là. Et à des moments, on peut tomber sur des personnes vraiment qui vont nous faire avancer, avec qui on va vivre un vrai chemin initiatique, une vraie voie spirituelle. Et à ce moment-là, ça y est, on a arrêté d'être des tourneurs en rond, et de tourner en rond, on a trouvé un passage qui nous fait beaucoup avancer. Donc ça, c'est le monde de l'âme, la déconnexion de l'âme. Donc on avait vu en premier la méconnaissance, ou le mésapprentissage. Ensuite, on a vu qu'on pouvait être bloqué dans des liens toxiques et ne pas reprendre sa responsabilité. Ensuite, on vient de voir que on peut être déconnecté à notre âme et être dans des enfermements karmiques et des verrous et des problèmes spirituels. Et maintenant, je vais vous parler de ces projets d'avenir qui nous bloquent. On a un projet en couple, ou j'ai un projet personnel professionnel, ou j'ai un rêve profond qui m'anime depuis toute petite, qui est grandiose, peut-être narcissique, ou peut-être qui est là pour réparer les blessures de mes ancêtres, et qui n'est pas vraiment en lien avec ce que mon âme veut. Donc, j'ai plein d'énergie, j'ai plein d'élan, je suis passionnée, je vais me former, je vais dans une direction, je mets de l'énergie dans une direction, parce qu'il y a un sens vraiment à y aller, un sens ancestral, un sens à réparer des blessures, un sens narcissique, un sens égotique, un sens d'apprendre plein de choses, mais qui ne servent pas à mon âme. De prendre une place dans la société, de répondre aux injonctions de mes parents, inconscients, conscients, etc., etc., mais qui ne sont pas du tout en lien avec ce que veut mon âme au fond. Et du coup, ces projets d'avenir me bloquent. C'est-à-dire que mon âme, elle va bloquer, quoi. Donc, on a comme ça, comme des dossiers dans nos vies qui nous bloquent. Des dossiers bloqués, c'est-à-dire des rêves, on veut y arriver, on n'y arrive pas. Par exemple, j'ai des fois des femmes, parce que je reçois beaucoup plus de femmes que d'hommes, c'est comme ça, qui viennent en me disant je cherche l'homme de ma vie et c'est le dossier qui bloque, il n'y a personne, quoi. C'est un sentiment de solitude et on voit bien qu'on est sur un dossier bloqué qui a probablement une projection dans le futur de quelque chose qui n'est pas du tout en lien avec ce qu'elle est profondément dans son âme. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas un appel vers un homme et pas vers ce type d'homme ou ce type de couple dont elle rêve qui pourrait l'amener à une catastrophe en fait dans sa vie et son âme bloque. Donc sentiment de solitude, célibat. Je vous ramène sur les audios en juillet sur le bienfait du célibat. C'est le moment de faire le point en nous. Pourquoi je suis célibataire? Qu'est-ce que je veux? Quel type de couple je voudrais former? Avec quel type d'homme je voudrais être, ou quel type de femme, qu'est-ce qui se passe en moi, qu'est-ce qui me bloque, où sont mes blessures, etc., etc. Et c'est un moment privilégié, le célibat, pour faire le point et travailler sur soi, parce qu'on est tranquille, on n'est pas activé par l'autre. Donc on a comme ça des dossiers dans nos vies,
qui bloque. Et bien, c'est intéressant d'aller voir qu'est-ce qui bloque dans l'intangible. Alors, des fois, ce sont les toiles que les autres ont tissées pour moi, mes parents, mes ancêtres, la société, la religion, mes ex-compagnons, mes ex-compagnes, le regard de mes enfants sur moi, qui pensent que je suis un héros, donc il faut que je prenne la place du héros, la place que j'ai prise dans la société, mon poste professionnel, etc., etc. Et les propositions qu'on m'a fait, on m'a proposé de monter dans mon entreprise en grade, et en fait, c'est pas du tout l'appel de mon âme. Alors, je me suis complètement plantée, mais je suis piégée. Je suis piégée dans la toile, j'ai dit oui, j'ai de l'argent, et je suis bloquée dans mon âme, je suis bloquée dans... Ça peut créer des problèmes de santé. La tisseuse, c'est aussi ce qui se tisse dans nos organes, hein. On peut avoir des problèmes de santé, des blocages énergétiques en nous. On peut se créer des cancers, mais on peut se créer des AVC, des problèmes cardiaques, enfin, des problèmes nerveux, tout ce qui se tisse dans notre corps et l'expression de notre âme. Donc, c'est simple maintenant à comprendre, hein. Donc, il faut aller voir quand on a des maladies, qu'est-ce qui dit non en nous, hein. Qu'est-ce qui se dit dans notre âme, dans notre énergie, dans notre vibration, dans notre intelligence systémique. Et des fois, c'est un peu complexe, c'est un peu plein de choses, quoi. Alors, je peux être bloquée dans les toiles que j'ai tissées, que les autres ont tissées pour moi, ou que j'ai tissées aussi avec les autres. Tout ce que j'ai dit aux autres qui n'était pas en lien avec mon cœur profond et avec qui j'ai co-créé. Donc ça peut être un couple, ça peut être un partenariat professionnel, associatif, créatif, artistique, amical, enfin tout ce qu'on co-crée avec les autres, mais qui n'était pas parti finalement de qui j'étais vraiment, qui était parti de mon faux self, mon faux moi, ma personnalité d'adaptation, etc. Et un jour, je m'aperçois que je suis enfermée dans cette toile, en fait. C'est pas moi. En fait, cette toile, elle m'oblige à toujours tisser avec l'autre quelque chose qui n'est pas moi, et je me suis bloquée. On est piégé, piégé nous-mêmes dans notre toile. On s'est auto-enfermé, on a auto-tissé notre tombeau. On est en train d'auto-tisser notre tombeau autour de nous. Donc il va falloir enlever tout ça, il va falloir voir avec cette porte de l'Est, avec notre Mars, avec notre masculin sacré, notre justice divine, comment on va faire. Est-ce que c'est radical? Est-ce que c'est tout doucement? Est-ce qu'on peut juste déconstruire et reconstruire avec les mêmes personnes? Enfin voilà, c'est tout un chemin de l'initié qu'on va mettre en route à ce moment-là. On peut s'apercevoir qu'on est en train de tisser ces projets d'avenir qui bloquent, on est en train de tisser. Le projet peut être bon, mais on est en lien avec des mauvaises connexions. On n'a pas branché notre énergie de vitalité au bon endroit. Soit on est branché sur l'énergie de la Terre dans la matrice duel, le monde du coyote, ce monde où il y a des requins, hein, ce monde où il faut se faire une place, il y a de la concurrence, il faut se faire bien voir, il faut monter en lumière, en puissance, il faut avoir de l'argent, il faut je sais pas quoi. Et c'est pas par là qu'on passe. Typiquement, par exemple, on voit des personnes qui veulent développer un projet de formation, par exemple, et qui confient leur communication à des spécialistes de communication qui vont communiquer de manière manipulatrice, qui nous donne envie de cliquer sur les liens, d'acheter le truc, alors qu'en fait, c'est juste qu'on est sous hypnose et que ça ne nous correspond pas vraiment. Donc, c'est vraiment des communications non éthiques. Et on voit des gens qui prônent la spiritualité, des trucs qui peuvent être sympas et qui nous disent tu as besoin, et bien, clique là, et bien, dernière promo avant demain, après il sera trop tard. Tout ce truc-là, c'est que vous êtes en train de nous faire aspirer par une mauvaise matrice. Alors, vous pouvez vous dire, tiens, des fois, le stage est bien, hein, c'est juste que la personne a confié sa communication à quelqu'un qui est connecté à l'énergie de notre société, qui est vampirisante, contrôlante, manipulatrice, etc. Mais il faut lui dire pour qu'elle en prenne conscience. Mais après, quelqu'un qui est dans la conscience ne confiera pas sa communication à ces gens-là et ne fera pas ce genre de communication parce qu'elle a bien conscience que finalement, elle attire à elle les personnes qu'il lui faut et c'est tout. Et qu'elle est connectée à la matrice de lumière de la Terre et qu'elle n'a même pas besoin vraiment d'avoir plus que ça des outils de communication, un minimum. Mais ensuite, la tisseuse fera les reliances. Donc on peut avoir des blocages financiers, on peut vouloir lancer des projets professionnels qui ne passent pas, on peut avoir
ne pas avoir de personnes à nos formations, on peut lancer un cabinet, il n'y a pas de clients, etc., etc. Là, on est dans des blocages avec la tisseuse, il faut aller voir hein, qu'est-ce qui bloque, qu'est-ce qu'il faut rectifier. Pourquoi? Parce que la tisseuse, c'est l'énergie de l'abondance, et quand la tisseuse est fluide, on a de l'argent qui circule en tout cas. Hein. Puisque la terre, la tisseuse, la matière, on est dans la matière, la mise en matière, elle va nous donner toute la matière qu'il faut pour que notre rêve passe dans la matière. Et donc l'argent, c'est une forme de matière actuellement qu'on utilise dans ce monde-là pour faire passer les choses dans la matière. On a besoin parfois d'argent. Et en principe, quand on est vraiment relié à la tisseuse, l'argent circule bien. On peut être aussi connecté aux fausses lumières. Donc ça, c'est pour les personnes qui veulent faire qui proposent des ateliers, des formations, des soins énergétiques. Et c'est beaucoup à la mode hein, dans les burn-out, les reconversions professionnelles. On veut tout d'un coup devenir praticien de bien-être. Donc, on fait quelques formations, réflexologie ou autre, hein, un peu de chamanisme ou je ne sais pas quoi. Et ensuite, on va s'installer puisqu'on n'a pas besoin de diplôme particulier. C'est assez facile. Et là, on va se faire happer par les vampires énergétiques, la fausse lumière. Et soit vraiment ils sont très forts et on devient un vrai manipulateur, on y arrive par la manipulation et on va aspirer à nous et engloutir à nous une partie des personnes qui viennent nous voir dans quelque chose d'engloutissant et de destructeur, soit on est bloqué parce qu'on est au fond de nous dans une bonne posture, on est dans une partie de nous qui est dans la vérité, qui voulons vraiment faire prendre conscience au monde de plein de choses et apporter nos capacités, nos potentiels au service de ce monde, mais on est branché sur les fausses lumières, donc on est bloqué. On est bloqué parce on doit monter en conscience dans notre porte du sud, est-sud. Et puis on peut aussi être bloqué là sur ces projets d'avenir là parce qu'on n'a pas d'écoute de notre ombre. C'est-à-dire que notre ombre, elle vient saboter tout ce qu'on est en train de construire. C'est-à-dire vous êtes en train de construire votre toile et en même temps l'ombre, elle est en train de la détruire par derrière. Encore une fois, je vous renvoie aux énergies de juin là-dessus. Nous sommes, quand nous sommes au moment de la tisseuse, nous avons conscience de notre ombre, nous ne la nions pas et au contraire, nous discutons beaucoup avec elle. Nous savons qu'elle est là, qu'elle a un rôle à jouer, ce rôle de nous mettre dans l'adversité et de nous faire monter en puissance énergétique, en puissance de reconnexion, en puissance d'action dans le monde. Elle a son rôle à jouer, c'est pas un problème, c'est un maître initiatique. Et si nous ne la prenons pas en compte, si nous n'allons pas en parler avec elle, elle s'amuse à tout casser ce qu'on est en train de construire. C'est une part de nous, hein. Ça se passe entre nous et nous-mêmes. Elle va s'acoquiner avec les autres pour bien nous c'est une énergie, on ressent l'énergie castratrice. Donc en octobre, on a conscience de notre ombre, on est tranquille là-dessus, et des fois on se dit « Ah, ça y est, je te vois, tu étais bien planqué, j'étais dans le déni, ah oui, ça c'est mon ombre en fait aussi. » Vous voyez, c'est complexe, ça peut être aussi un peu tout. On peut aussi avoir ces projets bloqués parce qu'on a un blocage dans notre mémoire cellulaire. Et là, c'est comment c'est tissé notre corps dans la matrice de notre maman ou en tant que petit bébé. Et donc, on a une énergie intracellulaire qui n'est pas favorable à ce qu'on voudrait créer dans la matière. Donc, il va falloir débloquer nos cuirasses cellulaires. Ça passe par l'énergie intracellulaire, par l'ADN, par le noyau quantique au fin fond de la cellule. Du noyau cellulaire, par l'énergétique dans le corps et par notre système nerveux, notre système hormonal et comment on s'est construit dans notre personnalité, dans nos cuirasses, dans notre personnalité profonde. Et bien ça, c'est un vrai travail thérapeutique hein, parce que c'est vraiment la base de notre construction. On ne peut pas la déconstruire comme ça. Donc certaines personnes font des chemins initiatiques, plus en lien aussi avec la maîtrise de l'énergie de notre corps, la réinformation de l'énergie cellulaire et réinformer derrière tous les fonctionnements énergétiques, neurologiques et psycho-émotionnels qu'on a, qui sont de la réactivité, qui sont vraiment nos caractères profonds. On va trouver des caractères de corps. Et là, on n'a pas un pouvoir d'action comme ça avec le mental, avec la volonté. Il va falloir qu'on aille déconstruire pour reconstruire. C'est encore la tisseuse. Et on le verra plus spécifiquement encore en novembre.
Et puis on peut vivre donc, à force de tous ces trucs qui bloquent là, la désespérance du rêve qui ne passe pas dans la matière. On part dans un processus de désespérance. C'est-à-dire qu'on tient dans cette énergie de survie, on essaye, on n'y arrive pas, on s'écroule, on se relève, on y arrive un petit peu plus quand même, on s'aperçoit que millimètre après millimètre, on a fait des kilomètres, mais finalement notre rêve ne passe jamais dans la matière et c'est comme si chaque fois qu'on avance, il recule, quoi. On avance, c'est vrai qu'on avance, mais il recule le rêve. Et à un moment, bon, on n'y croit plus, quoi, puis on est désespéré. Et il va y avoir quelque chose d'intéressant qui va se passer, c'est le sentiment de la fin. C'est la fin d'un cycle, c'est la fin de quelque chose, un sentiment d'urgence, soit à la prise de décision, soit au changement profond. C'est-à-dire qu'on sent qu'il y a un truc qu'on n'a pas capté. Il faut qu'on trouve ces changements de cycle. On va changer de cycle. J'étais partie dans un processus initiatique, spirituel, thérapeutique, ou dans tel type de couple, ou dans tel type de croyance, ou dans tel type d'habitat, de religion, de région, ou peut-être de religion aussi, dans tel type de profession, et on sent que là, c'est bientôt fini. En fait, on n'y arrive pas. On a essayé de tout ce qu'on a pu. On a essayé dans tous les sens, et finalement, on sent que ça ne va pas le faire. On ne va pas y arriver. Donc, il y a un sentiment d'urgence, soit à prendre une décision de changement, soit à changer. Et ça peut nous provoquer à ce moment-là un effondrement de notre personnalité. Et donc, on peut vivre ces périodes dans notre vie. Il y en a quand même, bon, peut-être c'est parce que je suis thérapeute et que moi-même je l'ai vécu, que j'en ai conscience, mais je trouve qu'il y en a quand même beaucoup qui font ces processus-là actuellement, des effondrements, ce qu'on appelle les burn-out. Alors, j'entends des gens qui me disent « Ah, c'est à la mode le burn-out, tout le monde fait son burn-out », mais j'ai l'impression que oui, notre société nous amène tellement loin de notre âme qu'à un moment, il y a un grand stop. C'est un peu le cri de l'âme de la société qui dit mais arrêtez de nous amener comme ça, de nous pomper notre énergie de vie, de nous déconnecter de la Terre, on n'y arrivera pas. Et il peut y avoir ces effondrements de personnalité, ça peut durer des années, avec ces nuits noires de l'âme. C'est-à-dire qu'on a tout d'un coup la sensation qu'effectivement, on n'est plus connecté à notre âme et que notre âme est en train de... Enfin, il n'y a rien, c'est le vide, c'est le néant, et c'est la dépression profonde. Et c'est des dépressions qui vivent très profondément, mais qui ne vont, parce que la tisseuse est toujours là, parce que l'énergie de survie est toujours là, nous amener petit à petit en traversant cet anéantissement profond, et ça peut être sur beaucoup de plans, parce qu'en fait, il y a tout qui craque. Et donc, on va prendre conscience de plein de choses, et dans ces prises de conscience, on va enfin grandir, enfin pouvoir choisir d'aller vers les bonnes personnes dans notre humilité, dans notre impuissance, et on va repartir dans un processus de dépendance finalement, dans un nouveau cycle qui sera l'Est l'année prochaine, en disant mais ok, en fait j'ai tout essayé, puis là j'y arrive plus, puis j'ai craqué, puis je sais plus. En fait, je suis complètement dans un effondrement, j'ai besoin d'aide, et dans ce nouveau cycle, avec toute l'intelligence du cycle d'avant, peut-être qu'on ira vers les bonnes personnes et qu'enfin il y a quelque chose qui va se débloquer enfin. Moi, je le vis ça régulièrement. Alors, comme j'ai l'intelligence du cycle, quand je vois que je pars dans des effondrements, c'est moins violent que la première fois où je me suis effondrée pendant 3 ans, quoi. C'était horrible. J'ai l'impression que j'allais mourir de toutes parts. Mon corps, mon âme, mon esprit, tout était par terre. Mais c'est vraiment des moments, encore une fois, je vais vous le redire, je prie, quoi. Je dis, j'y arrive pas, il faut m'aider. J'y arrive pas, je dois me tromper quelque part. Reset sur mes pensées, reset sur mes croyances, reset, aidez-moi avec mes émotions à trouver le chemin de sortie. Où c'est qu'il faut que j'aille? Je veux bien changer, je me suis trompée quelque part peut-être, j'ai pris une mauvaise direction. Aidez-moi à trouver, et je m'adresse à qui? Dans mon cœur profond, à mes guidances de lumière, à mon équipe cosmique. Et encore là, je vous renvoie aux vidéos de juin. Et il y a quelque chose qui se passe. On change de cycle, on change d'apprentissage, et on va effectivement grandir et apprendre des choses qu'on ne voyait pas avant. Et il aura fallu effondrer tout ce qu'on croyait savoir dans une forme de maturité. Mais il faut savoir que quand on arrive à la fin d'un cycle, on est dans une forme de maturité, c'est vrai, et on va bientôt basculer dans l'immaturité du nouveau cycle. Et ça, il faut l'accepter. C'est-à-dire que ce que je sais aujourd'hui, demain, je saurai que c'était pas ça, et je vais grandir et je vais voir que c'était autre chose. Donc, je peux tenir la maturité d'aujourd'hui en sachant que demain, je serai immature. Il faut l'accepter et on ne reste pas comme ça bloqué en décembre dans notre grande maturité. On va basculer en janvier, février, on va repartir dans le cycle de la dépendance. Il faut l'accepter. Ça tourne, cette roue
de l'autonomie tourne en permanence et nous ne restons pas grands à tout jamais et nous reportons dans un cycle de dépendance, etc. C'est ce qui nous fait qu'on co-crée ensemble parce qu'il y a des fois, c'est nous qui sommes dépendants, c'est les autres qui nous aident. Des fois, c'est nous qui les aidons, eux qui sont dans la dépendance, etc. Et la co-création est magnifique, c'est une loi de vie sur Terre et ça nous permet de nous maintenir dans notre grandeur et notre humilité en même temps. Et ça, c'est magnifique. Quand on en arrive à ce point-là, on est vraiment dans notre centre. On sait, on ne sait pas. On est la grande femme qui marche, mais aussi on est effondré au sol. On le reverra en novembre. Et c'est ça, en fait, on va accepter dans ces grands effondrements. C'est finalement, on croyait savoir, mais on ne savait rien. Et on repart dans un nouveau cycle. Alors, c'est chaud, hein. Les nuits noires de l'âme, c'est chaud, hein. Ça peut faire des pulsions suicidaires fortes, de la désespérance, des angoisses épouvantables. C'est terrible. On peut arriver à se faire hospitaliser en psychiatrie, c'est possible, hein. Et ça, des fois, c'est le contenant qu'il nous faut pour pouvoir repartir. Et je vais finir cet audio par parler finalement de tout ce qui est en lien avec l'utérus, toutes les blessures de l'utérus, puisqu'on comprend que c'est la puissance de l'utérus qu'on est en train d'apprendre aussi en octobre. Et alors, on va retrouver toutes nos blessures de l'utérus. On va retrouver peut-être aussi toutes des mémoires de mort transgénérationnelles liées à notre utérus, dans la lignée des femmes, ou la lignée de nos mères. Et notre utérus, dans cette mémoire cellulaire, on est porteur. Donc, en faisant revibrer notre utérus de lumière, on va générer un processus de détox de l'utérus et des ovaires, des trompes et du vagin et tout ce que vous voulez en bas, là, des premiers chakras, etc., dans notre connexion à la Terre. Et quand on fait vibrer la tisseuse dans l'utérus, des fois, il y a énormément de détox à faire et ça va être compliqué. On va passer des moments où peut-être même nos mécanismes de défense vont dire stop à plus, en fait. Donc, ça peut être très long, la détox de notre utérus. Le chemin des femmes est très long. Il faut être patiente. Et une fois qu'on l'a fait, on est vraiment les gardiens de notre utérus, c'est-à-dire on n'a plus du tout envie de se faire dauber dedans, tellement ça a été long à nettoyer, à prendre conscience, à retrouver la vibration de la puissance de notre utérus dans la lumière, dans notre lumière intracellulaire, j'ai envie de dire. Hein. Et parce qu'il y a toute une trame qui est tissée dans notre utérus, une trame mortifère, qu'il a été très compliqué à nettoyer, parce qu'il faut savoir que l'utérus est un espace qui potentialise l'énergie. Donc quand on a une toile tissée négativement dans notre utérus, c'est potentialisé dans notre énergie et c'est très bloquant. Et d'aller le nettoyer, ça va faire la détox, mais c'est une détox qui va être potentialisée dans notre vie et donc on peut avoir l'impression qu'on va vriller en fait, qu'on va se faire posséder par des trucs qui sortent. Il y a vraiment des énergies de possession dans notre utérus et quand on les lève, quand on les enlève, on a l'impression qu'on va se faire engloutir tout notre corps entier là-dedans. Donc, c'est compliqué hein, pour les femmes à les nettoyer, ces espaces qui sont compliqués. On peut donc retrouver des âmes décédées dans notre utérus liées à la fois à nos avortements, à la fois à des bébés, des fausses couches qu'on a su ou pas su, à la fois avec des âmes qui viennent s'installer dans notre utérus. Ça peut être transgénérationnel, ça peut être des ancêtres, des gisants, parce que c'est un espace où il fait bon vivre, un peu nidouillé, un peu avec de l'énergie de vie, connecté quand même à des hautes fréquences aussi, donc on peut être squatté dans notre utérus. Comment on prend ces âmes entre autres par tout ce qui est sexualité dévoyée. De cumuler des partenaires sexuels malsains, la pornographie fait passer des entités épouvantables dans l'utérus des femmes. Il y a une vraie, par la pornographie, la société crée une vraie emprise hein, sur la puissance de l'utérus des femmes. Là, on est vraiment dans quelque chose du bas astral profond et on est vraiment dans l'emprise sur les femmes et la puissance de l'utérus et donc sur la Terre et donc sur l'humanité. Et puis, voilà, chacun a la sexualité qu'il veut, mais dans les types de sexualité de type échangisme, sadomasochisme, polyamour, etc. Alors, je ne mets pas le polyamour au même niveau que le sadomasochisme ou l'échangisme, mais dans tout ce qui est multiplication des partenaires sexuels avec des appétences sexuelles très intenses, on va retrouver derrière souvent des coyotes sexuels, des vampires
sexuels, des vampires énergétiques sexuels, des parasites énergétiques sexuels qui se nourrissent de l'énergie sexuelle. Et ça, quand une femme, quand on donne ça, quand on met ça dans l'utérus d'une femme par la sexualité, ben ça y reste. Ça y reste, ça se nourrit, ça va activer la femme de vouloir encore ce type de sexualité, puisque c'est le parasite sexuel qui est dans son utérus qui en demande encore. Et elle s'est fait posséder, elle n'a plus la maîtrise et la puissance de son utérus. Nous, les femmes, quand nous sommes connectés à notre utérus, nous sentons ce qui passe par l'énergie sexuelle et parfois nous ne voulons plus de sexualité à cause de ça. Parce que nos hommes ne sont pas conscients de ce dont ils sont porteurs, que ce soit dans leurs fantasmes, dans l'énergie du mental, dans leur émotionnel, dans leur énergie cellulaire, dans leur positionnement avec la femme, avec leur mère, etc. Ben, nous, ça passe dans notre utérus et on le devient, donc stop quoi. Donc nettoie-toi, reprends. En fait, s'initier sexuellement, c'est pas ni regarder la pornographie, ni regarder les postures, la grosseur du pénis, la longueur ou le rythme. Tout ça, c'est de l'enfantillage. Être initié sexuellement, c'est à reprendre la maîtrise de son énergie sexuelle, de sa force de vie, d'être dans cette lumière de l'amour, dans cette puissance du masculin et qui va dans la conscience et la responsabilité que dans l'acte sexuel, entre autres dans la pénétration, il va transférer son énergie à cette femme et elle va l'avoir dans son utérus, elle va le devenir. Et ça, oui, nous, on veut bien devenir la lumière et la puissance de notre homme, que notre homme nous transmet par son amour, par sa connexion, on veut bien, mais sinon, on va devenir hystérique, pas bien, faire des cancers, etc., etc. Et donc, on va refuser la sexualité. Surtout si notre homme en douce regarde des films porno, on va le sentir. S'il a des fantasmes inavoués, et c'est bien de ne pas avouer ses fantasmes, mais qui sont malsains, on va le sentir, etc., etc. On va le sentir dans la façon dont il est dans son corps, dans ses yeux, dans son regard, dans la façon dont il vient vers nous, dont il nous parle, ces mots crus, des fois, qui sont désagréables à entendre, mais qui, lui, le font bander. Et à un moment, on ne veut plus de ce type de sexualité. On dit non, on se ferme pour protéger notre utérus. On va retrouver aussi, par rapport à l'utérus, l'invalidation de la foi en la puissance de l'utérus, pour les femmes, et peut-être pour les hommes aussi, et en la possibilité de nos rêves. Voilà. On ne croit pas du tout qu'on a une puissance dans notre utérus, puisqu'on vit plutôt l'inverse. Il est bridé, il n'est pas en fonction, il est mort, donc il ne marche pas. Pourquoi ça marcherait? Donc, on va être déconnecté en la force de vie dans notre utérus et on va être figé. On va vivre le figement. Ça, les femmes le vivent. Après, les mecs leur disent « Ouais, tu bouges pas, tu fais rien et tout, mais et tu veux même plus sexuellement, tu veux plus qu'on ait de la sexualité, tu fais toujours des reproches, rien ne va, rien ne fonctionne. Mais il n'y a aucune conscience du féminin et de l'utérus bloqué et de la co-responsabilité de l'homme. Et l'homme doit bouger dans sa conscience. Il a du pouvoir d'action sur sa femme, énormément. Nous avons, nous femmes, un pouvoir d'action sur notre homme et notre homme sur nous, entre autres par la sexualité. Mais il faut qu'il y ait de la conscience dans le couple. Et parfois, quand les femmes disent non à la sexualité, c'est une très bonne chose. C'est-à-dire ça va amener un éveil de conscience au couple. Et puis, les femmes n'ont plus envie de fonctionner comme ça, elles fonctionnaient dans leur couple avant, où elles s'étaient beaucoup adaptées à la dynamique masculine du couple, on va dire, et elles vont écouter leur féminin qui leur dit stop, elles ont besoin de plus d'émotionnel, de douceur, de tendresse, d'âme, de créativité, de partage d'émotions, de partage de communication, de partage de moments de qualité. Et ça bloque du côté du masculin, et ça accuse, et ça s'auto-accuse les uns les autres, ça se dispute. Et pourtant, là, il y a quelque chose, quand on a la conscience de la puissance de l'utérus, on va regarder notre femme différemment, on va pouvoir l'aider. Les hommes ont un grand pouvoir d'action pour libérer notre utérus, pour faire de l'exorcisme de notre utérus. Si vraiment ils sont connectés à la lumière de l'amour, s'ils arrivent dans leur masculin à se reconnecter à la fréquence du Père Ciel, de la source, au-delà de la porte d'or, de l'amour, et qu'ils arrivent à faire passer ça dans notre utérus, on a une vraie séance d'exorcisme, là. Ça transforme notre couple, notre être, et ça nous fait passer les crises de couple. Du coup, j'ai envie de dire aux hommes, reprenez votre responsabilité aussi. Et puis, je vais finir par cette déconnexion profonde à la terre. Du coup, les femmes qui sont
déconnectés de leur âme, de leur utérus, de la puissance de leur utérus, qui sont bloqués dans plein d'espace, qui ont un utérus possédé, vont être déconnectés à leur connexion naturelle à la Terre. Et ça, c'est une catastrophe, puisque les femmes font passer dans la matière l'énergie de la planète Terre. Et si on est déconnecté de la planète Terre, c'est foutu, en fait. L'humanité n'est plus de l'humanité. Être un être humain, être humain, c'est être connecté aux fréquences de la Terre, à son intelligence profonde, et faire passer ça dans la matière par rapport à aux lois universelles de l'humanité, d'incarnation. Ici, on est déconnecté de la Terre, c'est plus possible. Donc, on va retrouver ça dans le travail énergétique et vibratoire, ces déconnexions profondes, et on va pouvoir les traiter. Nous sommes, nous les femmes, responsables de ce que nous faisons à notre utérus, et à nos hormones, à notre féminin, tout ce qui va être stérilé, contraception, hormones. Là, on a vraiment bridé la puissance de notre féminin. Dans un truc qui était censé être bien au départ, pour maîtriser les naissances, en fait, on est complètement créé une toile qui nous enferme dans notre force de vie, et puis on va mal, en fait. Le nombre de femmes qui vont mal, les couples qui vont mal, les enfants qui vont mal, hein, parce qu'ils ont des mères qui vont mal, parce qu'ils ont été créés dans des utérus où il y avait du contrôle de chimie, par exemple. Des stérilés qui génèrent des inflammations dans l'utérus. Ça ne va pas du tout, tout ça. Mais tout ça, c'est le monde de l'initiation. On ne peut pas dire c'est bien, c'est mal. Il faut que chaque femme aille voir en elle-même comment se tisse cette toile avec la puissance de son féminin et qu'elle reprenne ses responsabilités et son chemin initiatique par rapport à ça. Et puis, il va y avoir ce refus de créer. On peut être bloqué à notre créativité ou le refus de créer, passer à l'action, faire passer dans la matière. Pourquoi? Eh bien, par fainéantise, parce que les autres le font et moi je le fais pas, parce que moi je regarde des jeux vidéo, des films, je pars en voyage, hein, moi je veux partir en voyage, pourquoi je me prendrais la tête? On est dans des énergies de parasites, hein, on prend l'énergie des autres à notre propre bien-être et pendant ce temps c'est les autres qui bossent, c'est les autres qui font. Hein, moi, pourquoi je ferais, moi? Donc, reprendre notre responsabilité d'adulte, de co-création, nous avons une place à prendre et nous avons de l'énergie à donner et à recevoir. Et à donner et à recevoir, et on ne peut pas être des parasites. Toute notre vie, c'est l'enfant qui est un parasite, l'ado aussi, mais quand on est adulte, on n'est plus un parasite, on donne à la société, on reçoit, et la porte de l'Ouest nous demande de devenir des adultes. Il y a des gens qui restent des éternels adolescents, et qui justifient le fait qu'ils peuvent se mettre au chômage, prendre des vacances, profiter de ce que la société donne pour prendre du bon temps. Et donc, ils vont créer dans leur vie une toile lâche et ils sont en train de se préparer un futur de parasites et ils vont se reprendre ça en pleine figure à un moment. Parce que certaines personnes ne se sentent pas légitimes. Il y a ce fameux syndrome de l'imposteur. Si j'ai l'appel de mon âme, si je reprends mon exemple personnel, quand j'ai eu l'appel de créer des groupes de femmes, j'y connaissais rien. Franchement, moi, j'étais dans une période où j'étais beaucoup en quête sur la femme que j'étais, que je sentais ne pas être, la petite fille qui était bloquée. J'avais l'impression exactement d'être une femme très bloquée, très différente des autres. Et quand j'étais dans les groupes de femmes, j'étais pas bien parce qu'il y avait les femmes et moi. Moi, j'étais pas comme les femmes. Et j'étais en quête, je cherchais, j'étais comme une petite fille désespérée, bloquée dans ce truc enfermant, dans les blessures de mes ancêtres, de mon enfance, dans tout ce que disait ma tête, mes émotions et tout. Je me sentais profondément pas femme. Et puis j'ai eu cet appel de faire ces groupes de femmes. J'y ai répondu. J'ai dit ok, j'y vais. J'ai lancé mon jaguar. Non, c'est pas le jaguar, c'est je ne sais plus quel animal là que ce qu'on te propose. Je vais aller le chercher parce que... Voilà, le guépard. Accomplir les tâches avec rapidité et agilité, accélérer nos visions. Il nous montre la force, la façon de mener à bien de nouvelles tâches, comment éviter la paresse et de ne pas faire traîner les choses, ce qui vient d'un manque d'inspiration. Je crois qu'en septembre, on avait un autre animal qui nous proposait aussi de nous aider à accélérer la puissance de notre énergie dans notre masculin pour aider le féminin. Vous retrouverez
Et donc, pour revenir à mon exemple personnel, j'ai eu l'appel de créer des groupes de femmes, je ne me sentais pas légitime, j'ai répondu à l'appel. J'ai lancé mes mails, je me suis mis à l'écoute, parce que j'en savais rien, parce que j'avais pas des idées, je me suis mis à l'écoute de mon cœur profond, et j'ai dit, écoutez, voilà, maintenant il y a l'appel, expliquez-moi ce qu'il faut que je fasse, et en écoutant, je suis devenue canal, et j'ai créé tout ça. C'est venu de la femme profonde qui était en moi et ça a dépassé ce faux sel, ce faux moi qui s'est écroulé. Et tout d'un coup, je me suis retrouvée face aux femmes en étant une femme initiatique, celle qui allait les mener quelque part. Et j'étais plus la pauvre fille qui était pas une femme. C'était très étrange à vivre. C'est ce qu'on appelle faire un saut quantique. Nous pouvons le vivre, mais pour ça, il faut qu'on arrête d'écouter le syndrome de l'imposteur. Alors, parfois il est vrai, parfois on démarre, on n'y connaît rien et on n'est pas légitime et on est immature et en supervision, on va avoir des stops. Attention à ce que tu fais là. Et parfois, il n'est pas vrai parce qu'à partir du moment où on est vraiment connecté à notre intelligence profonde, à nos dons, à nos compétences, à l'intérieur de nous, dans notre moi supérieur, dans notre soi, dans notre espace qui est capable, là, tout de suite, de passer dans la matière. C'est-à-dire que notre structure de personnalité est assez mature pour faire passer notre être spirituel dans la matière maintenant. Et bien, tout d'un coup, on vit un saut quantique, donc c'est l'inverse de la nuit noire de l'âme. C'est tout d'un coup notre âme qui s'éclaire dans la réalité, on devient à la vitesse de l'éclair quelqu'un d'autre. C'est-à-dire, on fait un passage de lumière avec notre âme et on fait un saut quantique et tout d'un coup, tout s'éclaire. Et on a de nouveaux potentiels, de nouvelles compétences réellement dans la matière et on ne comprend pas. On ne comprend pas comment on a fait, mais c'est comme ça, on a fait un saut quantique. La tisseuse nous permet à des moments, on nous dit, voilà, jusqu'à présent, tu as tissé la toile de tes blessures, de tes effondrements, de tes pensées négatives, de ton manque d'estime de toi, tu as croisé des gens qui n'étaient pas tout à fait favorables pour toi, etc. Et puis là, je te propose une bifurcation. Là, il y a un petit passage énergétique, tu vas faire un saut quantique et là, on va te faire passer d'un monde à l'autre, d'une toile à l'autre, tu vas changer de toile. Et là, dans cette toile-là, tu vas être connecté à des personnes qui vont t'aider, qui vont t'initier, et tu vas gagner en puissance, en énergie, et tu décides, tu prends ou tu prends pas. À ce moment-là, eh bien, nous sommes dans un libre arbitre et certaines personnes refusent de créer parce que forcément, la tisseuse va nous demander de créer, de partager nos dons et nos compétences avec les autres. Et donc, nous avons du pain sur la planche à faire. Et oui, créer, c'est du pain sur la planche, mais ça va activer notre joie aussi, plein de choses en fait, dans notre humanité. Et si nous refusons de créer, eh bien, nous allons être cette espèce de chamal au mou qui est toujours en train de se plaindre, que rien ne passe dans la matière, etc., etc. On est reparti pour un tour, un cycle dans une toile emprisonnante, en lien avec des personnes pas sympas, qui ne nous sont pas favorables, des thérapeutes qu'on croit qui vont nous aider, mais qui en tourneront avec eux. Alors que si on change de toile, il suffit de se reconnecter à une nouvelle toile, tout d'un coup, notre réseau d'expériences et de rencontres et de co-création avec les gens et de notre réseau de reliance change. Et nous allons tout d'un coup rencontrer d'autres personnes. Et c'est l'invitation de la tisseuse à la fin de cet audio sur la blessure. À quelle toile te connectes-tu avec qui co-crées-tu à partir d'où tu crées avec les autres? Est-ce que tu crées à partir de tes blessures, à partir de toutes ces portes que tu n'as pas passées en toi dans la conscience? Est-ce que tu crées à partir de tes refus de grandir, tes refus de reprendre ta responsabilité? Et si oui, et que tu veux changer, change de toile. C'est-à-dire, toi, tu vas reprendre ta responsabilité, tu vas apprendre à aller voir au fond de toi. Ou connecter ton énergie de vitalité pour pouvoir créer de la vie. Tu vas apprendre ce monde d'avril, mai, juin dans ton initiation et tu vas donc pouvoir basculer dans octobre, novembre, décembre dans ton féminin. Si tu le choisis, la vie va t'amener dans une nouvelle toile, des nouveaux réseaux de rencontres, de nouvelles expériences, une nouvelle vie. Et comme ça, on a des fois l'impression dans notre vie qu'on a plusieurs vies, qu'on change de vie, qu'on change d'identité. On parle de changer d'identité. Identité des fois professionnelle, identité profonde. Peut-être qu'on va avoir envie de s'habiller différemment, de manger différemment, de rencontrer d'autres personnes, éventuellement de changer de couple, ça peut arriver, ou de recréer un couple différent. C'est comme s'il y avait une refonte de notre couple dans le bol alchimique des 5 éléments et pour qu'un nouveau couple ressurgisse de là-dedans. Dans ce cas-là, c'est un changement, une bifurcation que l'on fait ensemble. Parce que parfois, il y en a un qui décide de bifurquer par l'autre et puis on ne peut pas tisser en étant sur 2 toiles différentes. Ce n'est pas possible. Voilà.
Eh bien, cet audio sur les blessures d'octobre était un peu long. J'espère que vous avez trouvé ce qui vous concerne, que ça vous a parlé. N'hésitez pas à mettre en commentaire ce que vous ressentez, à mettre aussi vos gratitudes. J'ai envie de vous proposer maintenant de basculer vers les énergies du Nord et de prendre conscience que dès que vous posez vos gratitudes, vous co-créez avec moi et avec Julie quelque chose dans l'univers. Et donc, si ces audios ne vous parlent pas, ne mettez pas des gratitudes. Vous pouvez même mettre que c'est nul à chier ce que je fais. Et puis peut-être ça me fera prendre conscience de choses qu'il faut que je prenne conscience. Mais si vous trouvez que ces audios vous font grandir, vous nourrissent, s'il vous plaît, mettez-le en commentaire parce que ça nous encouragera avec Julie. Et je suis très étonnée du non-partage qu'il y a dans les commentaires, c'est-à-dire j'ai l'impression de beaucoup donner et de pas beaucoup recevoir. Donc évidemment, c'est quelque chose que j'ai le projet, grâce à ce podcast, d'aller regarder dans mon énergie. Évidemment que je me sens concernée, c'est mon podcast, c'est moi qui crée avec vous. Mais aussi, je vous le dis, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi? Comment vous êtes avec ces audios? Est-ce que ça vous fait du bien? Est-ce que ça vous fait avancer? Comment vous êtes dans ce processus? Et qu'est-ce qui se passe? Pourquoi vous ne l'exprimez pas? Pourquoi vous ne parlez pas avec Julie et moi? Qu'est-ce qui se passe? Parce que dans la co-création, dans les lunes du Nord, on va co-créer ensemble, on se parle. C'est vraiment les lunes de la sagesse. Donc voilà, en tout cas, je vous le confie là, dans mes propres blessures, je vais aller voir ce qui se passe, pourquoi. En fait, il n'y a rien qui se passe quand on vous propose des jeux, quand on vous propose un partage, un commentaire de musique, de film ou autre, il n'y a pas. Je suis très étonnée, voire choquée en fait. J'ai l'impression de vivre comme du vampirisme, comme si on prenait mes audios pour s'en nourrir, mais qu'on ne donne rien en échange. Donc, je suis très étonnée en fait des personnes, comme je ne vous connais pas, je ne sais pas qui regarde mes audios, et je vois qu'il y a toujours à peu près une trentaine de personnes qui regardent mes audios. Il y a peu de personnes qui mettent de pouces, qui encouragent, qui disent qu'ils trouvent ça bien. Donc peut-être que c'est pas bien ce qu'on fait. Mais je suis très interpellée par rapport à la tisseuse, et je vais vous le poser là, parce que ça fait quelques mois que je me pose des questions. Mais là, au moment de la tisseuse, je peux vous dire, bah oui, moi je me pose des questions, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que met en lumière mon podcast, soit dans une énergie systémique, soit aussi en moi, avec comment je crée du lien dans ces systèmes. Donc je vais aller voir, je vais reprendre responsabilité, je vais aller voir pourquoi ça bloque dans le dialogue entre nous, puisque un podcast public, c'est bien fait pour que le public puisse réagir, et le public ne réagit pas. Donc je suis très étonnée. C'est pas toujours facile de rester en poste, en place. Ça demande énormément de temps à faire ces audios. Je le fais parce que je suis connectée aux appels de mon âme, et donc pas pour recevoir vos gratitudes. Et peut-être que c'est mon initiation, c'était peut-être pour pas faire monter mon narcissisme, peut-être, que je reste dans mon humilité. Je vais aller travailler ça, mais en même temps, je vous propose d'aller voir en vous et pourquoi vous ne soutenez pas ces audios, parce que plus vous allez mettre de pouces, plus d'autres personnes pourront y tomber dessus, et ces audios seront accessibles à plus de personnes, et c'est quand même le but de les rendre publics, c'est de pouvoir que cette toile puisse grandir pour que les personnes qui ont besoin d'entendre ça puissent l'entendre, et vous participez, vous co-créez à ça. C'est-à-dire vous savez bien qu'en mettant le pouce, plus l'audio référencé, plus ça va passer sur le journal de YouTube, et plus d'autres personnes pourront avoir accès à ces audios. Et puis, on co-crée ensemble aussi, parce qu'en communiquant entre nous, en mettant en échangeant, en tissant ensemble par notre parole, notre verbe, eh bien, il se passe une dynamique. Moi, à chaque fois que j'ai eu quelques commentaires, ça m'a activé dans mon âme de joie. Et l'échange, hein, la co-création est vraiment une médecine à part, la médecine de la sagesse du Nord. C'est la médecine des personnes qui savent que quand elles posent une parole, un geste, ne serait-ce qu'un pouce, elles utilisent leur pouvoir d'action dans la matière. Et elles co-créent avec quelqu'un. Et la gratitude est importante parce que ça ouvre les cœurs, ça ouvre l'âme et ça fait passer l'amour entre nous. Voilà. Et donc, je vous propose de mettre en commentaire et de mettre des pouces et de me dire comment cette revue audio résonne en vous. Et je vous dis donc à bientôt pour la suite.